Masechet Baba Batra, Daf Nun Gimel, on va commencer à la 6e ligne. Vekama Kol Shehu, Kede Shmuel, Damar Shmuel, Gadar Geder Vishlimo Le Asara, Oparatz Pirtza, Kede Sheikanes Veyetzeba, Harezo Hazaka. Hay Geder Echidami, Elima de Meikara Lo Avusalkela. Ve'ashta nami lo salkela may avad ve'ela de me'ikara havu salkela ve'ashta lo salkela tuva avad la tzericha de me'ikara havu salkela birvaha ve'ashta kasalkela bedohaka hay pirtza echidami elima de me'ikara vu aileba ve'ashta nami aileba May avad, ve'ela de me'ikara, lo havu aileba, ve'ashta ka'aileba, tuva avad, la tzericha, de me'ikara havu aileba bedohaka, ve'ashta aileba birvaha. Alors, j'ai lu en bloc, parce que c'est un seul et même sujet. De quoi s'agit-il? La Mishnah dans Daf Membet nous a enseigné la règle de l'acquisition d'un bien immobilier. Comment est-ce qu'on peut acquérir, par exemple, un champ agricole? Il y a une formule qui s'appelle Kesef, une formule qui s'appelle Shtar et une formule qui s'appelle Hazaka. Car Karniknit be Kesef, be Shtar ou be Hazaka. Mais c'est quoi Hazaka? Hazaka, on nous donne 3 exemples de Hazaka. Merci beaucoup. Na'al, Gadar ou Faratz. Qu'est-ce que c'est que Gadar? Il a construit un Geder, une clôture. Paratz, il a au contraire forcé la clôture, il a créé une brèche. Paratz, une pirtza. Et à quoi cela sert? Quoi, il a détruit? Qu'est-ce qu'il veut, ce monsieur? Il veut détruire? Au contraire, il faut qu'il fasse quelque chose qui est bénéfique pour le champ. Ce sont des actions qui démontrent la propriété, qui dénotent une certaine propriété. Seul le propriétaire est habilité à prendre de telles initiatives, à construire une clôture autour du champ. C'est qui peut se permettre de faire une chose pareille? C'est le propriétaire. Donc lorsque quelqu'un vend à l'autre le champ par le biais d'un acte symbolique de propriété, de hazaka, alors il faut que ce soit une action qui en effet démontre que c'est lui le nouveau propriétaire. Alors il lui dit vas-y, l'er hazek ou kne, vas-y, tu vas faire hazaka. Qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Il va mettre une clôture. Et cette clôture, non seulement que seul le propriétaire est habilité à faire, mais c'est quelque chose qui est profitable, qui est bénéfique pour le champ, car ça le sécurise. Ou encore, mettre un man'oul, na'al, mettre une serrure, ça sécurise. Mettre une porte, ça sécurise. Na'al. Ou bien paratz. Paratz, au contraire, ça a l'air d'être destructif. En quoi c'est un acte qui est bénéfique? Alors ça dépend. Quel est l'objectif? C'est sûr que créer une brèche dans une clôture, quand on le dit comme ça grossièrement, c'est destructeur. Mais imaginons qu'on veut justement créer une ouverture pour pouvoir passer librement. Maintenant, le nouveau propriétaire voudrait avoir justement un portique, une ouverture qui permet de passer facilement. Alors quand il va ébrécher la clôture, paratz, pirtza, c'est bénéfique pour lui. Alors voilà comment on peut acquérir un bien immobilier. Na'al, Gadar ou Paratz, ce sont des actions de Hazaka. Mais maintenant, la Gemara s'arrête
sur un mot, kol shehu, car la Mishnah dit Nahal, Gadar ou Paratz, kol shehu, même un temps soit peu. Quel est le shi'ur de kol shehu? Kol shehu, on ne peut pas traduire littéralement le kol shehu. Allez, peu importe combien, un temps soit peu. Quoi, ça veut dire même 1 centimètre? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Il faut que ce soit quelque chose de bénéfique pour le champ. Si c'est insignifiant, on ne peut pas imaginer que Hachamim est institué, que ce soit un acte d'acquisition. Alors, que veut dire kol shehu? Comment vous dites? Et ça ne peut pas être ça, en l'occurrence. La traduction de kol shehu, c'est un temps soit peu. C'est n'importe quoi. Kol shehu, même un peu. Alors justement, quand la Gemara pose la question Vekama kol shehu, c'est que la Gemara veut dire que ici, en l'occurrence, exceptionnellement, on ne peut pas traduire kol shehu par kol shehu. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Il a juste, par exemple, rajouté 1 millimètre. Et alors? Ça, c'est sûr que ce n'est pas bénéfique pour le champ. Pour que l'acte d'acquisition, l'acte de chazaka, soit un acte d'acquisition, il faut que ce soit quelque chose qui soit bénéfique pour le champ, qui rehausse la valeur du champ. Pour l'acquéreur, exactement. Oui. Ça veut dire que l'acquéreur fait dans le champ un acte de propriété qui rend le champ encore meilleur que ce qu'il était auparavant. Comme par exemple, mettre une clôture. Le champ qui n'était pas clôturé, n'était ouvert, donc accessible au vandalisme. Quand on met un guéder, c'est bénéfique pour le champ. Quand je dis bénéfique pour le champ, évidemment, pour l'acquéreur du champ, mais qui donne de la valeur au champ. Il était d'une certaine valeur, et maintenant, grâce à cette action, maintenant le champ est meilleur. Donc il faut que ce soit quelque chose qui bonifie le champ. Paratz, mais justement, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer. Vous n'avez pas écouté, ce n'est pas grave. Je répète, après Simchat Torah, vous avez le droit d'être encore sous l'effet du vin. Mais j'ai expliqué qu'on ne parle pas de quelqu'un qui est en train de détruire, car un acte destructeur n'est pas un acte d'acquisition. Il faut que ce soit constructif. Alors comment faire une brèche? Ça peut être constructif. J'ai expliqué, je le répète, que c'était un passage que voulait le nouvel acquéreur. Il voulait avoir un passage ici. Alors ce passage-là, il a créé en créant une brèche dans la clôture qui empêchait le passage. Donc créer un passage, c'est bonifiant, c'est bonificateur pour le champ, pour ce nouvel acquéreur qui veut ici un passage. Donc une fois de plus, c'est pas parat, détruire, c'est détruire pour construire. Soter almenat livnot. C'est une stira qui est un tikkun en soi. Alors je répète, j'explique le sens de la question de la Gemara. Vekama kol shehu. C'est combien kol shehu? Un temps soit peu. Il est impossible que ce soit insignifiant. Car si ce petit chouïa, cet epsilon en question, c'est quelque chose que le bonhomme a fait pour acquérir, il a ébréché un petit peu, ou il a construit un petit peu 1 millimètre, c'est impossible que c'est de cela qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que il faut que ce soit une action qui bonifie le champ. Or, si c'est insignifiant, il n'y a pas eu de bonification du champ. S'il n'y a pas eu de bonification du champ dans ce Na'al, Gadar ou Paratz, donc ça ne peut pas être un acte d'acquisition. C'est simple comme bonjour. C'est pour cela que la Gemara pose la question Vekama kol shehu. Parce que sinon, la question de la Gemara n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle demande la Gemara Vekama kol shehu? Kol shehu, c'est kol shehu. C'est quoi cette question Vekama kol shehu? Est-ce qu'on s'est déjà posé une fois la question kol shehu? C'est combien kol shehu? Mais kol shehu, c'est kol shehu. Quel est le sens de la Gemara Vekama kol shehu? C'est ça ce que j'explique. C'est que la Gemara veut dire que là, spécialement, en l'occurrence, impossible de traduire kol shehu par un temps soit peu, comme d'habitude.
car il faut que ce soit une action qui produise une bonification du champ. Or, ça ne peut pas avoir lieu avec le kol shehu. Alors, c'est pour cela qu'il faut comprendre, dans ce cas-là, que voulait dire la Mishnah, quand elle a dit Nahal, Gada, Oparatz, kol shehu. Et là, la Gemara explique qu'est des Shmuel. Elle dit comme Shmuel nous l'a enseigné. De Amar Shmuel, Gadar Geder, Veishlimo le Asara, Uparatz Pirza, Kedeshi Kanes Veyetzeba, Harezo Hazaka. Si quelqu'un a clôturé et ensuite il a complété la hauteur de la clôture, il a amené à 10 tfachim, car vous le savez, que la hauteur classique d'une mechitza, c'est 10 tfachim. Oui. On connaît ça par rapport à Shabbat, par rapport à Soukha. Une mechitza, c'est généralement Asarat tfachim. Et généralement, ça empêche les gens de traverser, de pénétrer un espace qu'on ne souhaite pas laisser accessible. Alors, on met une mechitza tout autour. Alors, généralement, la clôture, elle est de 10 tfachim. Si elle était petite, et la personne l'a complétée à 10 tfachim, eh bien maintenant, il a rendu, en effet, la mechitza efficace. C'est ce que dit Shmuel. Gadar Geder, Vishlimo le Asara. Donc là, ça s'appelle Kol Shehu. Ok, les amis? Ça veut dire qu'il a complété à 10 tfachim. Mais j'ouvre une parenthèse. On va voir que c'est pas précis. C'est pas stricto sensu. Il y a un principe qui va se dégager d'ici et on va comprendre qu'en effet, on n'est pas restreint à ce shiur. Ou bien, Paratz Pirza, Kedeshi Kanes Veyetzeba, Harezo Hazaka. Il voulait se créer un passage au travers de la clôture. Et donc il a fendu la clôture. Il a créé une brèche. Et maintenant, on peut passer. Kedeshi Kanes Veyetzeba. Alors, dans ce cas-là, Harezo Hazaka. Ça s'appelle Hazaka. La Gemara demande Hay Geder Echidami. La Gemara rentre dans le détail par rapport à ce que Shmuel nous a donné comme définition. De quoi on parle? Elimad de meikara lo avu salkela ve'ashtanami lo salkela may avad. Imaginons que la mechitza précédente était suffisante pour empêcher l'accès aux étrangers. D'accord? Il y a des intrus indésirables. Je ne souhaite pas qu'ils rentrent ici, dans mon champ. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Un guéder. D'accord. Le guéder, même, imaginons, il faisait que 8 tfachim ou 9 tfachim de hauteur. Et ça suffisait amplement pour empêcher l'accès. Et voilà maintenant, j'ai rajouté encore un tefach ou 2 et j'ai dit tfachim. Qu'est-ce que ça apporte? Rien. Si ça n'a rien apporté, on ne peut pas dire que c'est un acte d'acquisition de Chazaka. Car comme on l'a expliqué en préambule, le yesod de Chazaka, c'est bonification du champ. Il faut que mon action produise quelque chose de positif. Or ici, cette action, elle est insignifiante, elle est stérile. Car qu'est-ce que ça a pu apporter? Ok, allez, j'ai rajouté, c'était 9 tfachim, j'ai rajouté un tefach dans la clôture, ça nous fait 10 tfachim de hauteur. Et alors? De toutes les façons, les gens ne pouvaient pas rentrer. Alors, c'est pas parce que j'ai rajouté encore un tefach de plus que ça a servi à quelque chose. Alors, comment tu peux dire que c'est une chazaka? C'est la question de la Gemara. Miman Afshar, de deux choses l'une. Si de toutes les façons, les gens ne pouvaient pas pénétrer l'espace du champ, alors à quoi bon rajouter un tefach de plus? Ça ne sert à rien. Et si ça ne sert à rien, donc c'est un acte insignifiant. Si c'est un acte insignifiant, ça ne peut pas être un acte d'acquisition. Elama, ve'ela, de me'ikara, havu salkela, ve'ashta lo salkela, tuva avad. Alors,
peut-être qu'il s'agit d'un cas inverse. Avec les 9 tfahim, les gens enjambaient facilement. Quand j'ai rajouté un tefar de plus, maintenant, 10 tfahim, là ça bloque. Là maintenant, ça empêche les intrus indésirables d'enjamber. Ah bon? Si c'est de cela qu'il s'agit, ça ne s'appelle pas kol shehu. Tout va avad. Tout va avec aleph, ça veut dire beaucoup. Mais ce monsieur, il en a fait beaucoup. C'est pas kol shehu, c'est pas un petit epsilon, c'est pas un petit chouïa, c'est pas un tant soit peu. Il a tout fait. Mais avec ce tefar-là, ce tefar, il se rajoute à 9 tefahim. Donc un tefar qui se rajoute à 9, ça devient 10. En d'autres termes, on n'avait rien et on a tout. Quelqu'un qui a fait en sorte que désormais, les gens ne peuvent plus passer. Donc il a tout fait. Tu ne peux pas qualifier cela de kol shehu. Donc la question se pose, que voulait dire la Mishnah quand elle a dit kol shehu? De deux choses l'une, soit il n'a rien fait, soit il a tout fait. Alors comment tu peux dire, s'il a fait kol shehu, il les connaît? Ça s'appelle chazaka. Mais ça n'existe pas, le kol shehu n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que soit ce kol shehu ne produit rien, donc il n'a rien fait, ça ne peut pas être un acte d'acquisition. Soit au contraire, ce kol shehu qui se rajoute à ce qu'il y avait, ça a tout fait, alors il a tout fait. Tova avad. La Gemara de répondre, la tzricha de me'ikara avu salkela birvaha ve'ashtaka salkela bedohaka. La réponse est la suivante. En fait, on n'est pas passé du rien au tout, ou tout ou rien. On est passé de rien à un petit peu. C'est-à-dire, avant, les gens enjambaient très facilement. 9 tfachim, ça donne quoi? Allez, on va dire 90 cm. D'accord, pour être large. Normalement, c'est 8 cm. Mais allez, on va être large, 10 cm. 9 tfachim, 90 cm. Les gens, ils enjambaient facilement. Quand il a rajouté le 10e tefah, maintenant les gens rentrent difficilement. C'est pas évident d'enjamber les 10 tfachim. Ça empêche, un tant soit peu, les gens d'enjamber et de pénétrer cet espace. Même cela, c'est suffisant. Bien que ce ne soit pas vraiment hermétique et imperméable, donc on ne peut pas dire qu'il a bonifié le champ de manière significative, mais c'est suffisant. C'est ça la kavana de la Mishnah. Na'al, gadar, uparatz, kol shehu, arezo hazaka. De quoi on parle? C'est quoi kol shehu? C'est au niveau de l'efficacité. Elle n'est pas importante, elle est moindre, mais c'est suffisant. C'est amplement suffisant pour être appelé acte de kinyan hazaka. C'est ça la réponse de la Gemara. Toujours dans le même ordre d'idées. Hay pirtsa echidami. On avait dit que il existait 3 actions possibles, soit na'al, soit gadar, soit parat. Juste pour me rappeler, aidez-moi, c'est quoi gadar? Geder, créer une clôture. C'est quoi na'al? Mettre un man'oul, une serrure ou bien une délette fermée avec une porte. Et parat, c'est créer une brèche pour un passage. Alors cette pirtsa là, tu m'as dit aussi kol shehu. Kol shehu, un tant soit peu. Alors la Gemara se demande, hay pirtsa hechidami elima de me'ikara vu'aileba ve'ashtana me'aileba ma'avad. Excuse me. Il y avait déjà ici une pirtsa et les gens pouvaient passer par là. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élargi un peu plus. Mais à quoi ça? Pourquoi tu peux appeler ça une pirtsa qui a bonifié le champ? Puisque la base de ces actions, c'est la bonification du champ. Mais si les gens pouvaient passer par la pirtsa antérieure, ils pouvaient passer librement. Alors lui, il a élargi davantage. Ok, mais ça n'ajoute rien, ça n'apporte rien. Il n'y a aucune
efficacité sur le plan de la bonification du champ. Alors pourquoi est-ce qu'il est conné? Il ne devrait pas être conné. Hein? Non. Quand on a dit Kol Shehu. Kol Shehu. Mais un supplémentaire, ça ne s'appelle pas Kol Shehu, il a tout fait. Toute la difficulté est là. S'il était écrit juste Paratz, vous avez raison, il a fait une pirtza, alors tout va bien. Voilà, il a apporté quelque chose de bien. Imaginons, il y avait une clôture, il n'y avait qu'une seule entrée. Il en voulait une deuxième. Et il a ouvert. Alors il a fait une pirtza, ça ne s'appelle pas Kol Shehu. Tout va avad, il en a fait beaucoup. Nous, on parle ici de Kol Shehu, c'est ça la recherche. La recherche n'est pas autre chose. La recherche n'est pas Paratz. La recherche, elle est Paratz Kol Shehu. Comment tu peux me dire que Kol Shehu, il est connu? C'est quoi ce Kol Shehu en question? On ne peut pas dire que c'est un epsilon, parce que c'est insignifiant. Alors, c'est quoi ce Kol Shehu pour qu'il soit significatif, pour qu'il soit en effet producteur? De quoi il s'agit? Alors, la Gemara dit, si on pouvait passer librement au travers de la première pirtza, et il a rajouté un peu plus d'espace dans cette pirtza, ça ne sert à rien. On ne peut pas dire qu'il a bonifié le champ pour autant, car on pouvait passer avant, et on peut passer maintenant. Il n'a rien apporté. Alors, Me'ikara havu aileba, ve'ashtana me'aileba, ma'yavad. Ve'ela de me'ikara lo havu aileba, ve'ashtaka aileba, tout va avad. Et si on parle du cas où, en effet, la brèche, elle était très étroite, trop étroite pour pouvoir traverser, et maintenant il a élargi, il a rajouté, et les gens maintenant peuvent passer librement, alors il en a fait beaucoup. Ne m'appelle, faut pas l'appeler Kol Shehu. Maintenant il a tout fait. Avant on pouvait pas passer, maintenant on peut passer. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu appelles ça Kol Shehu? C'est pas Kol Shehu, il a tout fait. Au niveau de la bonification du champ, on est passé de rien à tout. On ne pouvait pas passer, on peut passer. Alors, pourquoi tu appelles ça Kol Shehu? Là encore, la Gemara donne la même réponse. La tsericha de me'ikara havu aileba bedohaka vehashta aileba birvaha. Pareil, avant, il y avait déjà une brèche. Seulement, on passait difficilement. Maintenant, il a rajouté un peu, on peut y passer facilement. Alors là, en effet, ça s'appelle bonification du champ avec un Kol Shehu. On ne peut pas dire qu'il a tout fait. Et on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait un peu, mais ce peu est suffisant. Voilà. Et maintenant, la Gemara va passer à un détail supplémentaire, à savoir l'acte d'acquisition de Na'al Gadar ou Paratz. Mais en fait, il y a d'autres exemples. On n'est pas obligé de passer que par vraiment quelqu'un qui construit un guéder, ou une délette, ou, comment on appelle ça, un paratz, créer un passage nouveau. Il peut y avoir des actions similaires qui sont également bonificatrices, et c'est la raison pour laquelle elles rehaussent la valeur du champ. Et cet acte d'acquisition est valable parce que c'est un acte de propriété et qui est bonificateur. Pour Paratz, c'est que les gens, avant, ils pouvaient passer, mais difficilement. Maintenant qu'il a élargi un tout petit peu, les gens, ils passent facilement. Ça, c'est pour Paratz. Alors, regardez, je voudrais juste vous rappeler le cas suivant. Le cas, on en a déjà parlé une fois, mais je le répète, il s'agit de Hefker, un bien immobilier qui est abandonné. On peut avoir des biens immobiliers qui sont abandonnés, par exemple, si c'est le patrimoine d'un guerre, Nirse HaGer, quelqu'un qui s'est converti au judaïsme, mais il n'a pas eu d'enfant. Celui-là n'a pas d'héritier, car ses frères, son père, tout le monde auquel il était lié auparavant, et qui est en effet son monde biologique, sa famille biologique, halachiquement parlant, même ses enfants qu'il a eus en tant que goy, c'est-à-dire tout ce qu'il avait comme famille non juive avant sa conversion au judaïsme,
ne sont pas héritiers, puisque maintenant qu'il s'est converti au judaïsme, il est considéré ketinok shenolad, comme un nouveau-né. Donc maintenant, ce nouveau-né, donc c'est un juif, généralement, tout juif a un héritier. En lecha Israël she'en lo goel, ve'im en la ish goel. Ve'chiesh lecha adam be'Israël she'en lo goel. Est-ce qu'il existe un juif qui n'a pas d'héritier? Si ce n'est pas son fils, c'est son père. Si ce n'est pas son père, c'est son frère. Si ce n'est pas son frère, c'est son cousin. Il a forcément un cousin quelque part. Si on remonte jusqu'à Yaakov Avinu, on est tous frères, on est tous cousins. Mais lui, étant donné qu'il est arrivé au sein du peuple juif par conversion, il n'est plus lié à son passé, mais il n'a pas eu de futur. Il n'a que le présent. Lui étant décédé, ses biens, son patrimoine est abandonné. Il est donc accessible à tout un chacun. Toute personne qui viendrait maintenant en prendre possession, c'est possible. Ça s'appelle Zochen Mina Hefker. Généralement, quand ce sont des objets mobiles, du mobilier, il suffit de soulever, on a fait Agbaha, on est acquéreur. Mais comment on va être acquéreur d'un bien immobilier comme celui-ci? Alors, Hazaka, Naal, Gadar, Paratz, on vient d'apprendre. Alors, on nous donne encore des cas similaires. Le bonhomme, il a pris juste un caillou. Imaginez-vous, par exemple, il y avait un guéder, il y avait un trou dans la clôture. Le bonhomme, il a pris un caillou et il a bouché le trou du guéder avec un caillou. Ou bien il a retiré le caillou. Regardez ce qui est écrit. Amarabi Assi, Amarabi Yohanan, Natan tzror ve'o'il, Natal tzror ve'o'il, Harizo Hazaka. Si quelqu'un a mis un caillou et ça a servi, c'était efficace. Ou il a retiré un caillou, c'était efficace. Ça s'appelle Hazaka. La Gemara va chercher à comprendre. Maï Natan ou Maï Natal. Natan donné, mettre. Natal retiré. Mais comment ça peut être efficace? Elima Natan tzror ve'sachar mayamina. Natal tzror ve'apik mayamina. Imaginons par exemple, il y avait la crue du fleuve. Le fleuve s'est mis à déborder, inonder tout l'environnement. Qu'est-ce qu'a fait le bonhomme qui est passé par là? Il a vu que l'eau allait pénétrer ce champ et l'inonder. Il a vite réagi efficacement. Il a pris un caillou et il a bouché le trou, et c'est comme ça qu'il a protégé le champ. Ça s'appelle faire un secher, samer kaf resh, sachar maya. En français, on appelle ça une digue, comme s'il a créé une digue. Sachar, secher maïm. Ou bien versement. Il y avait une inondation dans le champ. Il y avait trop de pluie, mais le champ est resté à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Pour vidanger, il a retiré la pierre, le caillou, et c'est comme ça qu'il a évacué l'eau. Et ça a bonifié le champ. Voilà. Peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Un homme qui a fait Kinyan Hazaka en mettant un caillou ou retirant un caillou. La Gemara dit ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Mavriyah Mina Ari. Mavriyah Nirse Havero Mina Ari. Sauver du lion. Par exemple, vous voyez un lion qui vient se jeter sur le troupeau de votre voisin. Et vous avez une carabine, un revolver. Vous avez une mitzvah de faire fuir le lion pour pas qu'il dévore le troupeau du voisin. Mitzvah Tashavat Aveda. Le Rashbam nous dit que c'est cela le sens de la question. On ne peut pas dire que cette action de Chazaka est valide sur le plan de l'acquisition. Pourquoi? Étant donné que, de toutes les façons, c'est une mitzvah. Ce n'est pas un acte de propriété. Ce n'est pas uniquement le propriétaire qui est habilité à faire cela. À vidanger ou empêcher l'accès de l'eau
de l'inondation. Ce n'est pas que le propriétaire, tout juif a le devoir de sauver l'argent de son ami. Ça veut dire que si tu vois, comment ça s'appelle en hébreu? Mitzvat Hashavat Aveda. Vous voyez un objet perdu de votre voisin, vous avez l'obligation de lui sauver, de lui ramener. Là aussi, le champ du voisin est en train de s'abîmer, vite, faites le nécessaire. Est-ce que ça, c'est une action du propriétaire, un acte de propriété comme Na'al, Gadar ou Parat? Pas du tout. Ça ne dénote pas un sens de propriété. C'est une obligation thoraïque. C'est comme ça qu'explique le Rashbam. D'autres Rishonim... Là, il est mort, la différence. Hein? Le problème, c'est qu'il est mort. Qui est mort? Le goy. Hazak ou Baruch. Bravo. Hazak ou Baruch. Très bonne question. Ici, on parle de Nirsé à guerre. Le guerre est déjà décédé. Alors, tu ne vas pas maintenant sauver l'argent du guerre parce que c'est un bien immobilier abandonné. Alors, pourquoi est-ce que tu appelles ça comme étant un Mavriyah, Minahari? Alors, on explique comme ça, que puisqu'en général, cette action, c'est une action, quand il y a un propriétaire, c'est une action naturelle qui se fait en tant que Hashavat Aveda. Alors, cette action, de manière générale, elle n'a plus de signification, n'a plus de sens de propriété. Bien que, en l'occurrence, ici, de manière exceptionnelle, il n'y a pas de propriétaire, c'est abandonné. Donc il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Aveda. Alors, normalement, on aurait dû dire, voilà, il bonifie le champ, et donc ça devrait être un acte d'acquisition, du hefker. Parce que là, tu ne peux pas dire que c'est Hashavat Aveda. Il n'y a pas de propriétaire juif, puisqu'il est mort. La réponse, c'est que c'est vrai. De manière exceptionnelle, ici, il n'y a pas de propriétaire. Mais en général, quand il y a un propriétaire, cette action est obligatoire à titre de Hashavat Aveda. Donc ça a dénaturé l'action. Ça ne peut plus être appelé un acte d'acquisition, car c'est une action qui généralement se fait dans un esprit de Hashavat Aveda. Et les Mefarshim rajoutent que s'il ne va pas le faire, alors il va se donner une mauvaise réputation. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ce monsieur-là n'a pas de cœur. Il voit des objets s'abîmer et il fait rien. Il va s'appeler Mafsid. Mafsid Nechassim. Alors, il va réagir naturellement. C'est pas en tant que propriétaire, c'est en tant que réaction naturelle. Voilà pourquoi. En l'occurrence, ça ne peut pas être qualifié d'acte d'acquisition quand il est Mavriyah Hari. Mais il y a ceux qui expliquent de manière subtile cette question de la Gemara quand elle dit on ne peut pas appeler ça acte d'acquisition, mais uniquement Mavriyah Minahari. Eh bien, ils expliquent qu'il y a positif et non négatif. Le non négatif n'est pas forcément positif. Lorsqu'on a dit qu'un homme qui fait une action de bonification du champ, ça s'appelle un acte de chazaka, eh bien, il faut que ce soit réellement bonifiant, qui rehausse la valeur du champ. Comme mettre une clôture, mettre une porte, créer un nouveau passage, tout cela, c'est bénéfique pour le champ, c'est-à-dire ça lui donne de la plus-value. Mais lorsque tu sauves le champ d'une inondation, tu mets un caillou avant que l'eau pénètre, ou bien tu retires le caillou pour vidanger. Tu ne rajoutes pas plus de valeur au champ, juste tu le sauves d'une réduction de valeur. Tu empêches la diminution de valeur, mais tu ne provoques pas une augmentation de valeur. C'est ça le sens de Mavriyah Minahari. Donc on a deux Pirushim dans les Rishonim, à savoir, que veut dire qu'il s'appelle Mavriyah Minahari avec ce tzror. Alors on ne comprend pas comment Rabbi Yochanan a pu qualifier cette action de Hazaka. Mais ce n'est pas possible, car il est juste Mavriyah Minahari. Il sauve du lion, c'est une expression. Sauver de l'inondation, c'est comme quelqu'un qui sauve le troupeau du voisin, du lion, à Hashavat Aveda, là aussi. Alors la Gemara donne la belle explication suivante.
Ella, Natan Tzror, de Tzamad Lemaya. Natal Tzror, d'Arbach Lemaya. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple suivant. Ce champ-là était sec. Il y avait une source qui irriguait tous les champs voisins. Mais ce champ-là, Mskin, il est resté aride, car à cause de la clôture, l'eau de la source n'arrivait pas à arroser ce champ, à pénétrer. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a retiré un caillou. Et voilà maintenant, il a permis à l'eau de pénétrer le champ pour l'irriguer. Ça s'appelle bonification du champ. Ok les frères? Ou encore, il y avait de l'eau dans le champ. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un caillou pour justement retenir l'eau dans le champ. Ce n'était pas de l'inondation avec 30 cm d'eau. C'était un peu d'eau, on va dire 3 cm. Mais c'était bon que ça reste un moment pour justement imbiber le sol, le fertiliser. Mais l'eau allait s'évacuer à cause du trou. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le bouchon. Il a pris un caillou, il a bouché le trou. Et c'est comme ça que l'eau, au lieu de sortir, elle est restée là. Tzamad Lemaya. Donc, soit Tzamad Lemaya, soit Ravach Lemaya. Alors là, c'est bonificateur. Pourquoi ça ne s'appelle pas Shabbat Aveda? Pourquoi ça ne s'appelle pas Mavriach Hari? Répondez vous-même à votre question. Oui et non, ça peut s'appeler aussi Shabbat Aveda. Vous avez posé une question. Je vous ai dit que c'est une bonne question, mais vous êtes capable d'y répondre vous-même. Il était oublié d'enlever il n'était pas là, vous l'avez oublié. Bravo. Là, c'était un sauvetage, et là, c'est une bonification. J'ai expliqué qu'il y a une différence entre positif et non négatif. Lorsque je retire le négatif, ça ne s'appelle pas positif. En effet, ce n'est pas un acte d'acquisition. Mais quand je fais quelque chose de positif, alors à ce moment-là, c'est du positif. Est-ce que moi, j'ai l'obligation d'aller arroser le champ du voisin? Non. J'ai l'obligation de lui sauver son champ de quelque chose qui pourrait le détériorer. Ça, oui. Mais je n'ai aucune obligation d'aller l'améliorer. Je répète, c'est un peu subtil. Il y a empêcher la destruction et il y a construction. Je ne suis pas obligé de construire, mais je suis obligé d'empêcher de détruire. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. Qu'avec un caillou, il peut construire. Comment? Soit retenir l'eau à l'intérieur du champ, soit au contraire, en retirant le caillou, c'est de permettre à l'eau de rentrer dans le champ pour l'arroser. Ça, je n'étais pas obligé. Ça ne s'appelle pas Mavriach Hari. Alors, dans ce cas, nous dit Rabbi Yochanan, ça s'appelle Kinyan Hazaka. Ve'amar Rabbi Assi, amar Rabbi Yochanan. Maintenant, nous allons parler du Kinyan Hazaka qui se fait, par exemple, en labourant, en creusant. Je peux aussi bonifier le champ en le rendant fertile. Comment? Labourer. On est bien d'accord que le labour fertilise le sol et le rend apte à l'agriculture. Bien, très bien. Alors, est-ce que c'est un acte de Chazaka? Oui, c'est pas écrit dans Na'al Gadar ou Paratz, mais la Mishnah nous a donné que des exemples, Na'al Gadar ou Paratz. Mais c'est pas stricto sensu. Toute action qui se fait dans le sol, qui donne de la valeur au sol, le bonifie, l'améliore, ça s'appelle une action de Chazaka. Comme par exemple le labourer. Labourer, c'est comme Na'al Gadar ou Paratz. Très très bien. Maintenant, la Gemara va nous présenter le cas suivant et nous allons avoir plusieurs cas de figure dans le même contexte. Imaginez-vous, Rabotai, imaginez-vous ce cas. On a deux champs mitoyens avec une frontière au milieu. Qu'est-ce qu'on appelle une frontière des deux champs? Une frontière, à l'époque, ça se faisait soit par une rangée de terre
qui était comme un monticule qui séparait les deux champs, soit au contraire une tranchée qui séparait les deux champs. Donc c'était la manière de faire pour délimiter les champs. C'était ça les frontières. Comment ça s'appelle en hébreu, cette frontière, ce monticule de terre, cette rangée de terre? Ça s'appelle metzer. Ou bien, au contraire, la tranchée, ça s'appelle metzer. La frontière, metzer. Alors, on a par exemple un guerre qui est décédé et il a laissé comme patrimoine 2 champs avec une frontière au milieu. Celui qui est arrivé, le premier arrivé, est le premier méritant, car il peut se servir tout seul. C'est lui qui va maintenant faire l'acquisition. Mais il faut que ce soit un acte d'acquisition valide. Car si l'acte d'acquisition n'est pas valide, quelqu'un d'autre peut venir et lui prendre. Parce que lui, il n'est pas devenu acquéreur halachiquement parlant. Alors quelqu'un d'autre peut venir et lui prendre, puisqu'il n'est pas devenu propriétaire. Alors la question maintenant, on a dit il y a 2 champs. Il y a le champ A, le champ B. Les deux appartenaient aux guerres, avec la frontière qui était au milieu. Regardez ce que nous enseigne Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yohanan. Shte sadot, ou metzer ehad benehem. Il y avait 2 champs, avec une frontière entre les deux. Et hezik be'ahat mehen liknota. Il a fait hazaka dans l'un des 2 champs pour l'acquérir. Kena'a. Il a acquis le champ. On va l'appeler par exemple le champ A. Il a fait un acte d'acquisition dans le champ A. Pour acquérir le champ A, il a acheté le champ A. Le chidouche, c'est l'introduction pour la suite. Le chidouche, il est plus dans la suite. Bravo de votre question. Deuxième halacha. Liknot otah ve'et haverta otah kana haverta lokana. Et s'il avait l'intention d'acquérir le champ A et le champ B qui sont séparés par le metzer, par la frontière, et il a fait un acte d'acquisition uniquement dans le champ A, mais pas dans le champ B, alors la halakha est la suivante. Ota kana, haverta lokana. Il a acquis uniquement le champ A, mais il n'a pas acquis le champ B. C'est comme s'il y avait 2 immeubles que le guerre a laissés. Il y avait un immeuble dans la rue Gad Mahnes et un immeuble dans la rue Rishon LeZion. Et il a fait un acte d'acquisition uniquement dans la rue Gad Mahnes. Et il n'a pas fait acquisition là-bas. Est-ce qu'il a acquis les 2 immeubles? Réponse non. La Gemara nous dit c'est exactement pareil. Il y a 2 champs mitoyens, A et B. Mais il y a une frontière entre les deux. S'il n'y avait pas de frontière entre les deux, c'était plein pied, surface plane, c'est considéré comme un seul champ, et il a l'intention de tout acquérir. Alors tout va bien. Même mieux que ça. Même si il n'avait pas l'intention de faire 2 acquisitions, une seule acquisition, mais étant donné que c'est un seul et même champ, eh bien, quand il a fait l'acte d'acquisition, il a tout acquis. Le fait que ce soit séparé par une frontière qui délimite le champ A par rapport au champ B, alors, s'il a fait une acquisition, un acte d'acquisition dans le champ A, il a acquis uniquement le champ A, même si son intention était d'acquérir les 2, le A et le B, non, il n'obtiendra que le A, pas le B. Pourquoi ? Car c'est considéré comme étant 2 sadot totalement distincts et distants. Alors la Gemara maintenant continue, elle nous dit, regardez ça. Liknot et haverta afotah lokana. Imaginons que le bonhomme,
il fait l'acte d'acquisition dans le champ A. Mais sa kavana, c'est pour acquérir le champ B. Est-ce qu'il a acquis au moins le champ A? Le champ B, c'est sûr que non, on l'a déjà vu. Mais est-ce qu'il a au moins le champ A? Réponse, non. Pourquoi? Ici, il manque l'action, ici, il manque l'intention. C'est-à-dire que pour acquérir, il faut deux choses. Il faut une action accompagnée d'une intention. Je veux acquérir et je fais l'acte d'acquisition. Mais ici, l'acte d'acquisition, il n'a eu lieu que dans le champ A. Mais il n'avait pas l'intention d'acquérir le champ A. Il avait l'intention d'acquérir le champ B, mais il n'a pas fait l'acte d'acquisition dans le champ B. Alors ici, il manque l'action, ici, il manque l'intention. Le bonhomme, il n'a rien du tout. Ni l'un ni l'autre. Ni le champ A, ni le champ B. Bae Rabbi Zera. Ehezik be'ahat mehen liknot ota ve'et hametzer ve'et haverta. Mahu. Mi amrinan metzer de'ara hadu ve'kane. Odilma hay lehudekae ve'hay lehudekae. C'est-à-dire, quel est le din si le bonhomme, dans son intention, il n'y avait pas de fragmentation? Il a voulu acquérir non pas le champ A et le champ B sans le metzer. Il a voulu tout acquérir. Il a fait un acte d'acquisition dans le champ A pour acquérir le champ A, le metzer, c'est-à-dire le monticule de terre, plus le champ B. Il veut acquérir les trois. Est-ce que ça marche? Il veut acquérir le champ A, plus le metzer, plus le champ B. Oui, oui. On a dit que le metzer séparait le champ A du champ B. Et c'est la raison pour laquelle, quand le bonhomme veut acquérir le champ A, et il ne veut pas acquérir... il veut acquérir aussi le champ B, on a dit ça ne marche pas. Pourquoi? Étant donné qu'ils sont séparés par le metzer, alors l'acte d'acquisition du A n'a pas d'efficacité, n'est pas efficace pour le champ B. Il faudra faire deux actes d'acquisition. Comme quelqu'un, comme j'ai dit, il a deux immeubles. Un immeuble dans cette rue, un immeuble dans l'autre rue. C'est pas parce qu'il a acquis le premier qu'il va acquérir le deuxième. C'est clair. Mais maintenant, il veut tout acquérir. Il veut l'ensemble. Il veut le A, il veut le metzer qui les sépare, et il veut le B. Il veut l'ensemble. Est-ce que l'acte d'acquisition qu'il a fait dans le champ A, ça marche pour le A, pour le metzer et pour le B? Oui, c'est un ensemble. C'est pas un ensemble. C'est pas un ensemble séparé. Ici, il touche que le metzer. Que ça soit collé maintenant. Parce que là, on verra après. On verra après. Si tu as le champ B, si tu as la metzer, automatiquement, ça fait une conjonction. Ça fait les... Là, vous dites la conjonction de coordination. Alors, les frères et les amis. La Gemara va laisser cette question en suspens, elle va dire Teko. Regardez, quelles sont les deux facettes du doute? Regardez. Ba'i Rabbi Zera. Ehzik be'ahat mehen, liknot otah, ve'et metzer, ve'et haverta. Mahu, mi amrinan, metzer de'ara, hadu, ve'kane. Est-ce qu'on peut assimiler le metzer au champ A, puisque dans son intention, il ne veut pas distinguer le metzer de l'autre, et le metzer, il est relié aux deux, donc puisqu'il fait la conjonction de coordination, alors il peut transformer les trois éléments en un seul, c'est un tout. Et donc quand il a fait l'acte d'acquisition dans le A pour acquérir le A, et le metzer et le B, il n'y a pas de distinction désormais, il n'y a pas de fragmentation. Et puisque c'est un ensemble, il a tout acquis, comme il a souhaité. Ou bien on va dire que non, la réalité
c'est que ce sont trois éléments différents. Et puisque c'est fragmenté, il ne peut pas, lui, décider de les transformer en un seul ensemble, pour dire, voilà, je veux tout acquérir par une seule action. Il doit faire des acquisitions différentes pour chaque élément, pour chaque compartiment. Pour le médecin. Ouais. Oui. Haïle Hudekae, Haïle Hudekae, et la Gemara laisse en Teko. Encore un autre safek, Ba'er Abil Hazar, Ehzik ba Metzer liknot shtehen. Maou, mi amrinan hay Metzer afsera de Arahu, Vekane, Odilma Haïle Hudekae, Haïle Hudekae, Teko. C'est-à-dire, la Gemara maintenant nous dit quel est le din dans le cas inverse. C'est pas qu'il a fait un acte d'acquisition dans le champ A pour acquérir le Metzer et le champ B. Il a fait un acte d'acquisition spécialement dans le Metzer. Pour les trois. Pour les trois. C'est-à-dire, il fait un acte d'acquisition dans le Metzer, il laboure le Metzer avec la kavana d'acquérir l'ensemble. Le Metzer plus le champ A et le B qui sont mitoyens au Metzer. Le Metzer, il est entre le A et le B. Il appartient aux deux. Et quand il a fait un acte de labour dans ce monticule de terre qui sert de frontière pour le A et le B, sa kavana c'était d'acquérir les trois. Et le Metzer et le A et le B. À quoi cela ressemble, nous dit la Gemara. Peut-être que c'est Afsera de Hara. Metzer, Afsera de Hara. C'est quoi Afsar? Afsar, c'est les rênes du cheval. Imaginons par exemple, j'attrape dans ma main 5 chevaux. Comment? Avec les rênes. Et je dis à l'acquéreur, tiens, achète les 5 chevaux que je veux te vendre. Et il les attrape. Eh bien, les rênes du cheval, étant donné que c'est ce qui permet de conduire le cheval et surtout de le sécuriser, de l'attraper pour pas qu'il s'enfuit, ainsi de suite, eh bien, c'est un acte d'acquisition de tous les chevaux avec les rênes. Alors la frontière, peut-être que la frontière est considérée comme étant la reine de sécurisation des deux champs, le A et le B. Alors lorsqu'il a acquis la frontière avec l'intention d'acquérir le tout, les deux champs mitoyens, eh bien il a tout acquis. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être qu'il a acquis juste le monticule, mais pas les champs qui sont mitoyens. Et la Gemara là encore, elle laisse en teco. Elle dit comme ça. Ba'er Abil Hazar, Hechzik ba Metzer, liknot shtehen, maou, mi amrinan hay Metzer, afsera de Arahu, vekane, odilma hay lehudekae, ve hay lehudekae. Le Metzer c'est une chose, le champ c'est autre chose. Alors, il ne faut surtout pas, comme on dit, mélanger les serviettes et les torchons. Donc, aucun rapport. Il a fait un acte d'acquisition de Metzer. Le Metzer, c'est un élément à part. Et donc, Teko. Et on va terminer avec le dernier enseignement. Amarav Nachman, Amarav Baravua. Shne batim, zelifnim mize, ehzik b'chitzon liknoto, kenao, liknototo vetapnimi, chitzon kana, penimi lo kana, לקנות את הפנימי, אף חיצון נמי לא קנה. החזיק בפנימי לקנותו כנאו, לקנות אותו ואת החיצון קנה שניהם, לקנות את החיצון, אף פנימי לא קנה. Alors là encore, c'est une histoire de Hazaka. Quelqu'un qui a fait un acte d'acquisition par rapport à un appartement. Imaginons encore une fois que c'était abandonné. D'accord? Le guerre est décédé, et il a laissé un patrimoine, 2 maisons. Les 2 maisons, elles étaient l'une derrière l'autre. Pour pouvoir pénétrer l'appartement qui était au fond, le deuxième qui était
interne, il fallait passer par l'appartement qui était externe. Imaginez-vous comme ça, une cour qui séparait les deux appartements du guer, mais cet appartement qui était à l'intérieur de la cour n'était accessible qu'en traversant l'appartement qui est à l'extérieur de la cour, celui qui donnait sur le domaine public. Comment ça s'appelle la maison de l'intérieur? Baït Penimi. Comment s'appelle la maison qui donne vers l'extérieur? Baït Hitzon. Alors, maintenant, quelqu'un qui... D'abord, juste l'idée. L'idée, c'est que le Baït Hitzon, il est quelque part au service du Baït Penimi. Si on analyse, si on observe, on voit que quelle est la maison qui est au service de l'autre? L'externe est au service de l'interne, mais la maison interne n'est pas au service de l'externe. C'est-à-dire que pour arriver à la maison de l'intérieur, il faut traverser la maison de l'extérieur. Mais on n'a pas besoin de traverser la maison de l'intérieur pour arriver à l'extérieur. Donc, quelle est la maison qui est accessoire et laquelle est la maison essentielle, on va dire, qui est indépendante, celle de l'intérieur, elle est indépendante. Alors que celle de l'extérieur, elle est accessoire, elle sert la maison de l'intérieur. Alors maintenant, question. Si quelqu'un est venu et il a trouvé que le guer est mort, il s'est dit « Waouh, je vais me faire un kiff. C'est moi maintenant qui vais prendre possession de tous les biens du guer. » Et il a fait un acte d'acquisition, par exemple, il a mis une serrure dans la maison de l'intérieur. Pas de l'extérieur, de l'intérieur. Avec la kavana de tout acquérir. Ou bien avec la kavana d'acquérir que l'intérieur. Alors regardons les cas de figure. Il a fait un acte d'acquisition pour acquérir que de l'intérieur. Quel est le din? On va commencer par ce qui est facile et continuer avec ce qui est difficile. Amar Rav Nachman, Amar Abba bar Avua, Shne batim, ze lifnim mize, deux maisons, l'une à l'intérieur de l'autre. Et Hezik bahitzon liknoto. Il a fait un acte d'acquisition que dans la maison externe, pour acquérir la maison externe. Kenao, ça marche. Liknot oto vetapenimi. Et si maintenant il a fait un acte d'acquisition dans la maison externe, avec l'intention d'acquérir les deux maisons, externe et interne, quel est le din? Hitzon kana, penimi lokana. L'acte d'acquisition est efficace pour l'externe, mais pas pour l'interne. Maintenant, l'iknot est à penimi, af hitzon lokana. S'il a fait un acte d'acquisition dans l'externe pour acquérir l'interne, alors il n'a rien acquis, ni l'externe ni l'interne. Qui peut me dire pourquoi? Je répète le cas. Il a fait un acte d'acquisition dans la maison externe pour acquérir la maison interne. Rav Nachman nous dit il n'a rien acheté, il n'a rien acquis. Il est propriétaire de rien. Pourquoi? L'extérieur est accessoire à l'intérieur. Oui, mais quel est le problème? Bravo! Action, intention. Dans celle de l'extérieur, eh bien, qu'est-ce qui manque? Non pas l'action. Qu'est-ce qui manque? L'intention. Parce qu'il ne voulait pas acquérir l'externe. Il voulait acquérir l'interne. Et celle de l'interne, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque l'action. L'action. Il ne manque pas l'intention. Il a l'intention d'acquérir. Mais il n'a pas fait l'action dans la maison interne. Il a fait l'action dans la maison externe. Alors il n'a rien acheté. Il n'a rien acquis. Maintenant, l'inverse. Ehezik bapenimi liknoto. Kenao. S'il a fait un acte d'acquisition dans la maison interne, est-ce que ça marche? Oui, Kenao, il est acquéreur. Liknot otovet hitzon, s'il avait l'intention d'acheter les deux, c'est-à-dire il a fait un seul acte d'acquisition que dans la maison interne. Il n'a pas fait d'action au niveau de la maison externe. Mais son intention était pour les deux. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Hein? T'es con parce que... Je répète. Il a une maison interne, une maison externe. L'acte d'acquisition, il a fait que dans l'interne, avec la kavana d'acquérir les deux. Est-ce que
Oui, mais il a rien fait dans l'acquisition au début. Oui, parce que l'autre est au service de l'autre. Bravo! Kol hakavod. Kol hakavod. Étant donné que la maison externe est au service de la maison interne, quand il a fait un acte d'acquisition dans la maison interne pour acquérir les deux, alors l'externe, elle est accessoire, elle est annexée à l'interne, ça devient un ensemble, puisqu'il avait l'intention d'acquérir les deux, ça marche. L'iknot et ahitson, afpenimi lokana. Et si il a fait l'erreur, laquelle? C'est qu'il a fait un acte d'acquisition que dans la maison interne, avec la kavana d'acquérir que l'externe. Ça marche? Pour qui ça marche? Pour l'interne ou l'externe? Zéro. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque à l'interne? L'intention. Qu'est-ce qui manque à l'externe? L'action. Voilà pourquoi, en effet, il n'a pas acquis. Dans quel cas il a acquis les deux, bien qu'il n'ait fait qu'une seule action? S'il a fait l'acte à l'intérieur, avec la kavana d'acheter les deux, alors en effet, il devient propriétaire des deux.